Bien, bonjour Xavier. Bonjour Euh, Patrick. Ravi de te retrouver. Alors, on fait un petit peu le tour d'Europe là. Après la Suisse, la France, là, on est en Belgique. Et d'ailleurs, à Lyon, on fait un peu tous nos efforts pour nous rapprocher. On a à peu près la même météo que chez C'est vous. gentil, c'est très gentil. D'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, on a un temps bien belge depuis ce matin. Ouais. On est reparti dans le froid et la pluie. C'est bon. Ouais, ouais, mais en même temps, On a retrouvé notre pays. voilà, mais en même temps, ça fait du bien là. Ça va faire reverdir tout ça. Mais on va pas parler trop de météo ni d'agriculture. Ce que je vais demander, c'est de te présenter, puis après, ouais, on parlera de la gouvernance et comment ça peut s'articuler avec la performance dans l'entreprise. Déjà, voilà un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, j'ai 51 ans, je vis donc en Belgique, on va dire dans le nord-est de la Belgique, entre Liège et l'Allemagne, dans une région assez campagnarde, c'est assez sympa. Mon parcours, ben, j'ai fait des études de gestion, fin du siècle dernier, ici à Liège. Et puis j'ai travaillé 18 ans dans des entreprises privées, dans pas mal de secteurs différents, de tailles d'entreprises différentes, multinationales, à PME familiales. J'ai fait vraiment quasiment tout. Il y a eu un fil rouge dans ma carrière, ça a été, je veux dire, le marketing stratégique. Donc vraiment, et avec vraiment plusieurs fonctions là-dedans, en partant de analyste, product manager, et j'ai fini responsable marketing dans une PME industrielle qui était enfin qui est toujours, je pense, numéro un mondial dans son secteur, mais où j'ai créé la fonction marketing. En fait, il n'y avait pas vraiment quelqu'un en charge uniquement du marketing, c'était pris en charge par les ventes. Mais voilà, pour arriver à décoller, aller plus loin, ils ont mis en place une fonction marketing et donc j'ai pu refaire toute la stratégie marketing et puis gérer le marketing au quotidien pendant quasiment 7 ans. Et puis en fait, en parallèle de ça, j'ai eu envie à un moment donné de changer un peu les choses et d'apporter autre chose au monde de l'entreprise et des entrepreneurs. Puis, alors à temps plein maintenant depuis 2017, mais j'avais déjà commencé un peu avant, un peu en side business. Je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs et de patrons de PME. D'accord. L'idée étant, donc je me définis comme un conseiller et un coach en stratégie pour PME. L'idée, c'est d'aider les patrons de PME, les entrepreneurs à sortir du brouillard stratégique dans lequel ils se trouvent. Donc souvent, ils ont une idée plus ou moins vague dans leur tête de où ils veulent aller, souvent beaucoup moins comment ils vont faire pour y aller. Et d'une manière générale, ils sont tellement repris dans l'opérationnel, à éteindre des feux à gauche, à droite, que ils prennent pas le temps de s'arrêter pour réfléchir un peu où ils vont et comment ils y vont. Euh, voilà, moi ce que je veux le faire, c'est leur apporter justement c'est souvent un temps de respiration pour eux, un moment pour s'arrêter, pour réfléchir à finalement où est-ce que je vais, comment est-ce que j'y vais, et puis surtout derrière à tenir ce cap. Parce que beaucoup aiment beaucoup qu'on s'arrête et qu'on définisse le cap, mais après quand il s'agit de le garder en tête et de garder les yeux sur la feuille de route, c'est parfois un peu plus compliqué. Et donc voilà, là aussi j'interviens et je les aide à garder le cap et en adaptant évidemment à ce qu'ils vivent, à ce qui se passe au quotidien, mais je les ramène toujours un peu on va dire sur la grande route plutôt que de partir dans les petits chemins de traverse. Voilà, voilà. Il y a quelque chose que j'entends, tu vas me dire si je comprends correctement ou pas, c'est qu'il y a à la fois une partie consulting, c'est-à-dire les aider à mettre en place cette gouvernance, cette stratégie d'entreprise, et il y a un côté coach ou sparring partner, quelque chose comme Mhm. ça, quoi. C'est Ouais. pas seulement, je dis, voilà, il y a telle solution à mettre en place, mais il y a aussi toute cette discussion à avoir avec le dirigeant et cette réflexion sur lui-même, quoi. C'est un peu. Ça joue sur plusieurs plans. D'abord, en fait, c'est pour ça que je dis conseiller et coach, parce que je me sens plus conseiller que consultant, ça c'est une chose. D'accord. Et en même temps, c'est parce que j'ai quand même tout le temps, toujours une posture un peu coach, c'est-à-dire que même si je viens dire à un patron de PME, on va travailler ta gouvernance, on va travailler ta stratégie, oui, j'ai un canevas, je vais lui dire il faut qu'on définisse ça, ça, ça et ça, mais quelque part c'est lui qui va définir. Donc moi je vais en fait faciliter sa réflexion, je vais plutôt lui poser les questions, je ne vais pas venir dire
ta stratégie, ça doit être ça, ou ta gouvernance, ça doit être exactement comme ça. Non, c'est plutôt, on appelle ça une posture basse en coaching. Donc, je me mets à son niveau, en fait, et D'accord. je suis plus, effectivement, un sparring partner, un partenaire de réflexion. Je fais éclore ce qu'ils ont déjà dans la tête, finalement. Il y a 2500 ans, il y en a, ils appelaient ça la maïotique. La maïotique, absolument, oui. Ça me parle beaucoup. Surtout que enfin, j'ai pas du tout de formation en philosophie, mais la philosophie est quelque chose qui me parle assez bien. Et donc oui, j'ai souvent aussi cette idée de maïotique qui me revient. Et le deuxième aspect de l'aspect coach, c'est effectivement beaucoup de patrons, de dirigeants d'entreprise ou même d'entrepreneurs. Je travaille aussi avec des solopreneurs. En tant que solopreneur, je le suis, donc c'est pour ça que je dis on. Euh, on se sent souvent isolé. Enfin, on se sent seul alors qu'on est entouré, donc en fait on est isolé. Et donc je vais aussi jouer ce rôle de personne avec qui on peut discuter de ce qui se passe, de comment ça se passe, etc. Et du coup, moi je vais là aller refaire le lien de nouveau. Donc ça c'est la partie un peu plus coach. Enfin, je vais aller essayer de mettre en lumière quel est qu'est-ce qui fait que je me trouve dans cette situation aujourd'hui? Et là, on repart sur le côté conseiller qui va dire, bah, écoute, voilà, là, tu vois que ça te manque, tu vois en quoi c'est important, tu vois en quoi tu aimerais bien le mettre en place. Donc là, on a plus été sur le mode coach pour faire prendre conscience de ce qui se passe et puis de dire, écoute, moi, je pense que si tu remets telle partie de la gouvernance ou telle partie de la stratégie en place, ça va t'aider parce que ça va t'apporter ça. Et puis, on repart en fait un peu dans le cycle. Donc, je suis toujours un peu entre les deux, en fait. D'accord. Juste avant d'enregistrer, là, on avait une petite discussion parce que là, on va revenir à notre sujet de la gouvernance et en particulier avec un petit focus, je dirais un angle d'attaque autour de la performance. Et on discutait entre nous, en fait, c'est quoi la performance? Moi, j'avais une certaine définition où en fait c'est des fois on pense à la vitesse, mais ça peut être pousser un petit peu les curseurs et aller plus loin que la moyenne. Mhm. Ça peut aller plus loin, plus fort. Voilà, c'était un petit peu ma vision de la performance. Est-ce que toi, tu as une autre vision de ce que c'est la performance? Alors oui, mais je pense qu'elle peut inclure la tienne. En fait, moi, je pense que déjà la performance, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire, d'être clair sur ce qu'on veut faire et de voir qu'on le fait. Donc, c'est déjà de faire le minimum quelque part. Enfin, toi, tu associes, et je comprends, la notion de performance au fait d'aller plus loin. Mais je pense que parfois, dans beaucoup d'entreprises, performant parce qu'on se disperse, parce qu'on part sur trop de choses à la fois, parce qu'on finalement on dépense beaucoup d'énergie, de temps, d'argent sur des choses qui ne sont pas alignées finalement, et que si déjà on arrivait à aligner, si déjà on arrivait à faire bien, correctement ce qu'on a dit qu'on voulait faire, ce serait déjà un plus pour beaucoup d'entreprises. Après, il y a une deuxième notion, et c'est là que ça va inclure ta définition, je pense, c'est que si ça fait partie de la vision du dirigeant ou de l'entrepreneur d'aller plus loin, d'être plus fort, de grandir, de je ne sais pas quoi, très bien, pas de souci avec ça, ça devient son objectif. Et donc, on va définir tout ce qu'il faut définir pour arriver à le mettre en place. Mais je pense que dans certains cas, pour certaines entreprises, continuer à faire juste ce qu'on faisait, parce que finalement, peut-être que la raison d'être, c'est de créer de l'emploi ou de perpétuer la société familiale ou je ne sais pas. Je pense que toutes les entreprises n'ont pas besoin de toujours croître. Je pense que continuer, alors j'aime pas trop le mot, mais c'est celui qui me vient, c'est à se maintenir. Il y a quelque chose d'un peu négatif dans maintenir, mais de dire, voilà, on existe, on fait notre taf, on fait notre job, on a des objectifs chaque année, on les remplit, mais ça ne doit pas nécessairement dire on va faire plus 10 ou plus 20% tous les ans, ou je sais pas. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Et je pense que même certains patrons, s'ils entendaient ça et ça pourrait les aider et les alléger, parce qu'il y en a qui se mettent une pression avec ça. Et je pense que c'est pas toujours sain. Maintenant, que certains soient dans ce mode de pensée-là, ce mindset-là, et veulent faire ça, très bien, aucun problème. Et du coup, quelque part, ils mettent leur objectif finalement un peu plus loin que ce qu'ils pensaient. Et ça rejoint peut-être un petit peu ce que toi tu entends par performance. D'accord, ok, oui, 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 toi, la performance, je pensais pour illustrer à des équipes commerciales.
closer plus de rendez-vous, enfin prendre plus de rendez-vous ou closer plus de ventes, Ouais, mais je des choses pense comme qu'il ça. faut Mais revenir à pourquoi, en 2 mots. Qu'est-ce qui fait qu'on veut plus de rendez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'on veut plus de closing? Euh, si j'ai besoin en tant que commercial de faire plus de rendez-vous parce que j'ai un taux de closing trop bas et que j'ai un objectif à 100 et qu'avec le nombre de rendez-vous que j'ai, je vais arriver à 80, ben oui, je dois faire plus. Mais si j'ai un objectif de 100, que je suis à 105, quelle est la raison pour laquelle on voudrait me faire faire plus de rendez-vous? Je ne dis pas qu'il faut être ouais, paresseux, ouais. c'est pas ça. Mais si c'est juste la performance pour la performance, parfois, moi personnellement, je vois pas l'intérêt quelque part. Mm, Parce que de nouveau, j'ai une vision très, on va dire, holistique de l'entreprise. Et si par exemple j'ai un département commercial qui surperforme, ben, est-ce qu'on est conscient de l'impact que ça va donner sur, je ne sais pas, le département de production ou sur les achats ou sur les RH ou je ne sais quoi, parce que si on survend qui n'arrive pas à suivre. et Ouais. que derrière on ne sait pas suivre, ça ne sert à rien non plus, on va détruire l'image de la société. Donc, c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait un pourquoi à la performance en fait. Il faut qu'il y ait une raison, c'est pas juste pour dire de. C'est intéressant parce que on a vu après le Covid où il y a des startups qui ont explosé, où il y a eu tout un boom économique, enfin il y a eu un rattrapage après le Covid et il y a des startups qui ont coulé à cause de leur succès. Parce que elles se retrouvaient, elles avaient tellement vendu qu'en fait elles n'arrivaient plus à servir les clients et à un moment Absolument. le système s'effondre quoi, parce que la production n'arrive saturé, c'est comme un bouchon sur une autoroute. Et puis, du coup, les clients sont pas contents et puis le système s'effondre, quoi. Exactement. Moi, il y a l'image ça fait, mais je crois, plus de 20 ans que j'ai cette image en tête quand je pense à une entreprise et on va retourner un peu en Suisse, du coup, c'est les montres. En fait, ce sont tous des engrenages qui fonctionnent ensemble. Donc, une entreprise, elle a plein d'activités, elle a plein de départements, elle a plein de gens qui bossent pour elle. Chaque département, personne ou tâche, c'est comme un engrenage dans la montre. Et il faut qu'ils tournent tous au même rythme, c'est pas nécessairement la même vitesse, mais au même rythme, pour que la montre fonctionne. S'il y en a un qui commence à faire plus fort ou moins fort, il y a un risque que l'ensemble pète et la Mhm. montre va exploser. Et je crois que c'est ce que tu viens de décrire. Ouais, d'accord. On a déjà abordé pas mal de points. Est-ce qu'on pourrait revenir, parce que avec le temps, tu as mis au point toute une méthodologie, hein. Alors, j'ai fait mes devoirs, hein. J'ai imprimé ce que on en avait discuté en préparation, et puis tu m'as envoyé les documents. Donc, ce que tu fais, c'est méthodique, c'est structuré. Et du coup, voilà, sur la part gouvernance, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles et puis peut-être illustrer avec des cas concrets au fur et à mesure de la discussion? Alors, je vais peut-être d'abord repartir un peu dans la définition quand même, parce que gouvernance, c'est un autre mot qui n'est pas toujours compris de la même manière par la plupart des gens, et c'est ok, j'ai pas de souci avec ça non plus. Moi, je dirais que ma définition de la gouvernance, c'est d'avoir un système en place en tant que dirigeant d'entreprise qui va permettre que on va s'assurer que les bonnes décisions soient prises au bon endroit au bon moment par les bonnes personnes dans le but justement, et c'est là qu'on va retrouver ta notion de performance, dans le but d'assurer la performance, la résilience et la pérennité de l'entreprise. Et alors je vais partir un petit peu quand même sur ces 3 mots-là parce qu'ils sont importants. Bon, la performance, on vient d'en parler, donc je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Pérennité, ben, c'est simplement d'être clair sur, ben, quand on crée une entreprise, en général, c'est pas juste pour quelques années, on a envie qu'elle dure, mais donc c'est dire qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle dure. Jusqu'où est-ce elle doit durer, jusqu'où est-ce qu'on a envie qu'elle dure et comment est-ce qu'on va faire pour lui permettre de durer si c'est au-delà de moi ou de nous fondateurs, ben, est-ce qu'un jour on la revendra à n'importe qui, à quelqu'un de l'intérieur, à de la famille, à je sais pas quoi. Euh, tout ça sont des questions qui doivent se poser et pas nécessairement quand il reste 5 ans ou 6 ans avant la pension. Ça, c'est pour la pérennité. La résilience, ben, c'est le fait, tu as parlé de la Covid, c'est un bon exemple. Alors celui-là, c'était vraiment un cas d'école. Ben, c'est que il se passe toujours des choses qui ne sont pas prévues dans la vie d'une entreprise. L'idée de la résilience, c'est forcément pas du coup de savoir qu'est-ce qu'on fait quand ça ou ça arrive, même si ça fait partie quand même un petit peu de la réflexion. Mais c'est aussi de savoir s'il arrive un truc auquel on ne peut pas s'attendre, comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on va s'organiser quand même pour y réagir. Donc, alors ça, c'est peut-être le point sur lequel, dans un système de gouvernance, on va y revenir moins souvent, mais il faut y revenir de temps en temps quand même. Donc, la gouvernance, c'est d'avoir mis en place un système qui permet de... Et ce système, il peut prendre beaucoup de formes différentes. Et là, on va jouer, c'est que on va essayer de définir quelle forme ça doit prendre. Si on prend une entreprise familiale, on va peut-être avoir un conseil de famille, avec quand même un conseil d'administration, parce qu'on ne va pas avoir toute la famille au conseil d'administration, sinon c'est pas gérable. Dans une autre entreprise, on va avoir qu'un conseil d'administration. Même dans des plus petites, je pense que c'est intéressant d'en avoir, ou même pour un solopreneur, je conseille souvent même à des solopreneurs d'avoir, alors on l'appelle comme on veut, hein, un conseil d'administration, ça fait parfois un peu grandiloquent pour un solopreneur, mais un conseil des sages ou un conseil, je ne sais pas, de n'importe quoi, on l'appelle comme on veut. Mais c'est d'avoir quelques personnes qui vont venir challenger un peu, je dirais, le projet d'entreprise et la stratégie, ou apporter un soutien dans un domaine dans lequel, en tant que solopreneur ou dirigeant d'entreprise, on n'est pas compétent. Bon, je dis pas que c'est de chercher des consultants gratuits, c'est pas ça, mais c'est avoir des gens identifiés et qu'on sait qu'on va pouvoir faire appel à eux. Alors après, de nouveau, est-ce qu'on fait un conseil d'administration qui se réunit d'office 6 fois par an pour travailler sur tel et tel point, ou est-ce que c'est un conseil de sages qui se réunit avec tous les sages, ou est-ce que je vois chacun des sages en individuel? Enfin voilà, il y a plein de possibilités, et moi je dis toujours, voilà, on part des principes, et puis on adapte au fonctionnement, aux préférences de la personne, etc. Donc voilà, si moi je préfère voir les gens ensemble, en plus ils se connaissent, c'est très bien, je les vois ensemble et on se voit 4 fois par an, on se fait une bouffe et puis c'est sympa, ou je les vois séparés, c'est très bien aussi. Donc on va vraiment aller choisir le système qui fonctionne le mieux pour l'entrepreneur. Après, ce qui est très important aussi, c'est qu'on définisse très clairement, je l'ai dit tantôt, c'est qui décide de quoi quand. À ce niveau-là, j'aime bien, c'est dans le document que je t'avais envoyé aussi, j'ai eu cette image, moi, quand je réfléchissais à ce point-là, où je devais l'expliquer aux gens. Donc, tu dis tantôt que j'ai structuré beaucoup de choses. En fait, ce qui est la base de beaucoup de choses que j'explique ou que je fais avec mes clients, c'est que je me rends compte qu'il faut vulgariser pas mal de choses pour les entrepreneurs et pour les dirigeants de PME. Beaucoup de dirigeants de PME sont des experts en fait à la base, beaucoup de solopreneurs aussi forcément, qui sont devenus dirigeants d'entreprise parce que finalement ça a bien fonctionné, ça a grandi, etc. Donc ils n'ont pas toujours les clés, le vocabulaire, les outils, etc. Et donc moi j'essaie toujours de vulgariser, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de voir comment est-ce que je peux leur expliquer, leur faire comprendre les choses avec des mots simples qu'ils vont comprendre, et pas de partir sur des grands termes académiques ou quoi qu'on va apprendre dans une école de commerce, une école de gestion. Et donc, dans le cadre de la gouvernance, ici, j'ai eu cette image qui m'est venue de l'image des casquettes. Et donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est dirigeant d'une PME et personne, ok, et on va avoir deux cas de figure. On a le gars qui est seul, il a créé sa société en unipersonnel, où il a peut-être un associé mais qui n'est pas actif dans l'activité. Il a très certainement dans une PME 4 casquettes, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de sa société, il est administrateur de sa société, il est gérant de la société et il est souvent employé, c'est-à-dire que très souvent, et c'est logique, il continue à avoir une part d'opérationnel de terrain qu'il doit prendre en charge. Et plus, je dirais plus c'est petit, plus de toute façon, et en particulier quand tu es solopreneur, c'est toi qui produis. Oui, évidemment. Donc, et là, je prenais le cas d'un dirigeant d'entreprise, mais solopreneur, absolument. Le solopreneur, lui, c'est certain qu'il a des 4. Et même dans, toi, je pense, t'es une entreprise de plomberie, quand c'est petit, le patron, il fait une partie du travail aussi, quoi. Absolument. Avec un bémol dans ce cas-là, enfin, dans tous ces cas-là où le patron est quand même encore dans l'opérationnel, c'est qu'il ne faut pas que ce soit 90%. Comme beaucoup le sont, par contre. Alors, je dis pas qu'on va arriver à 0, mais on doit se trouver probablement quelque part entre 20 et 60. Parce que, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est un métier, il y a des responsabilités, il y a des tâches à prendre en charge.
Et il faut du temps pour ça. Et c'est pas parce qu'on est dirigeant d'entreprise que toutes ces tâches de dirigeant, on doit les faire le soir ou le week-end. Comme ça, on passe sur un autre pan de mon accompagnement, mais c'est pas tout complètement lié avec la gouvernance, mais ça, c'est un point d'attention. Donc, la casquette employée, c'est si on est dirigeant avec du personnel, il faut la réduire au maximum. Mais combien c'est le maximum, j'en sais rien. Ça va dépendre de chaque cas de figure. Mais ce qui est important avec l'histoire des casquettes, c'est qu'en fait, chaque casquette a un objectif différent. Le propriétaire, il va vouloir maximiser son rendement, il va vouloir ressortir des dividendes, ou sa société est un outil d'économie pour sa pension, c'est une manière d'épargner pour sa pension, etc. L'administrateur, il va vouloir garantir justement la performance, la résilience et la pérennité. Donc l'administrateur, c'est celui qui fait un peu vivre la gouvernance. Le gérant, c'est celui qui s'assure qu'au quotidien, tout fonctionne, que les clients soient servis, que les gens aient ce qu'il faut pour travailler et qu'on maintienne les performances financières de l'entreprise dans un cadre acceptable, etc., etc. Donc il doit essayer d'optimiser un petit peu, je dirais, la gestion au quotidien. Et l'employé, en fait, il a quand même inconsciemment, le plus souvent, heureusement, un objectif qui est qu'il faut que mon travail soit le plus facile possible. J'ai pas envie de m'emmerder, entre guillemets. Moi, j'ai envie que je puisse faire mon travail comme je veux. Mais ça veut dire quoi, ces quatre casquettes et ces objectifs? C'est que quand il y a une décision à prendre, et l'exemple le plus simple, c'est de prendre un exemple d'investissement à faire, forcément, chaque casquette va vouloir autre chose. Le propriétaire, il voudra peut-être pas investir parce que ça va réduire son dividende. L'administrateur, il va vouloir investir si ça lui permet effectivement de maintenir sa stratégie. Le gérant, lui, par contre, il va vouloir que ce soit utile au quotidien, etc. Et l'employé, si c'est un investissement qui lui facilite son job, il sera d'accord. Si pas, il sera pas d'accord. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si de nouveau je suis un solopreneur ou un dirigeant d'une petite entreprise, il faut que je sache face à une décision et par exemple un investissement, quelle casquette est-ce que je suis en train de mettre en contemplant cet investissement finalement? Et est-ce que les autres casquettes sont OK? Donc il doit quelque part se faire un petit dialogue interne. Moi, je suis assez visuel, j'aime bien, il y a le dessin animé, alors, je ne sais plus si c'est le nom anglais ou français, ça, du coup, vice-versa, avec les émotions, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais bref. Ouais, ça doit être le même. En français, c'est vice-versa. En français, bref, et où on a les petits ça doit être le même titre en français en anglais que je. C'est pas grave. Mais on a les émotions qui sont comme des petits personnages en fait, les gens et qui pilotent les gens. Et c'est génial hein, comme concept, c'est très 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 bien vu. Et c'est un peu pareil ici en fait. Ouais, on a un petit bonhomme propriétaire, un petit bonhomme administrateur, un gérant et un employé. Et ils pourraient se disputer ou alors être d'accord. C'est un peu ça. Dans le cadre où on est plusieurs associés et surtout si ce sont des associés actifs, ça veut dire que quand on a une discussion avec son associé, surtout quand c'est au coin d'une porte ou entre deux cafés, c'est de savoir est-ce que j'ai la même casquette que lui à ce moment-là. Est-ce qu'on cherche à faire la même chose? Et c'est là que l'idée de mettre en place un système est intéressant dans ces petites boîtes où il y a plusieurs associés actifs, c'est que ça permet de définir les moments auxquels on met quelle casquette. Je suis propriétaire, donc je mets ma casquette le jour où on fait une AG, une assemblée générale, et uniquement quand on fait une AG. Je mets ma casquette administrateur quand on fait un conseil d'administration. Je mets ma casquette de gérant quand on fait un comité de direction ou qu'on est en train de gérer la boîte au quotidien, et je mets forcément ma casquette d'employé quand je suis en train de travailler dans un dossier. Mais vraiment, je crois vraiment que cette idée, je crois que l'exemple le meilleur, c'est le conseil d'administration. Oui, on se voit tous les jours, on me fait souvent la réflexion qui est de dire, mais on se voit tout le temps, pourquoi est-ce qu'on va se mettre à un moment spécifique, 2 heures où on est administrateur? Je dis, parce qu'en fait, ça va vous mettre dans l'état d'esprit. Et je veux dire, justement, on ne le fait pas en journée, mais on le fait le soir. On le décale le plus possible de la réalité quotidienne pour que mentalement, on se mette dans, OK, là, je suis en mode administrateur, mon objectif, c'est ça, mon rôle, c'est ça, et pas autre chose. Et donc, dans un CA, on ne discute pas de choses liées à l'opérationnel. Ce qui est le cas dans beaucoup de CA, soit dit en passant. Et ça permet de pas tout mélanger. Exactement. Parce qu'on traite tout, mais du coup, on traite rien. C'est comme dans une réunion, on a un ordre du jour, et autant que possible, et s'il y a d'autres sujets à traiter, on fera éventuellement une autre réunion où on en parlera à part post-réunion, parce que sinon on risque de pas traiter les sujets qui étaient prévus. Tout à fait.
absolument. Et je me posais la question, parce qu'on a parlé un petit peu de différentes tailles d'entreprise. Les entrepreneurs avec lesquels tu travailles, c'est plutôt quelle taille d'entreprise? Alors moi, je vise entre guillemets les entreprises entre 0 et une centaine de personnes en général. D'accord. Après, ça dépend si c'est 100. En fait, ça me fait toujours rire quand on dit 0 à 100 parce qu'en fait, si on est un patron avec 100 ouvriers, 100 ouvriers, je sais pas, ou une boîte de 100 dans laquelle on est 35 employés dans les bureaux et 45, non, c'est pas ça, 55 dans les, non, ouais, bref, le reste dans l'usine, c'est pas pareil. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça va dépendre aussi s'il y a un comité de direction ou pas. Ouais, 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 je Ça va comprends. varier un petit peu, mais voilà, entre 0 et 100, je pense que c'est pas tard. D'accord, ok, ok. Tout ça, c'est très clair. Moi, il y a juste quelque chose, justement, j'ai du mal, toi, entre l'administrateur et le gérant. Euh, Dans mon esprit, Pour c'est les mêmes très personnes. proche, quoi. Oui. Alors, il fallait que je prenne des noms. Et je me Ouais, suis dit, ouais. ben, comme la Pas dans les couche termes, hein, mais dans la administrateur, description, ouais. Mm. pardon? Pas dans les termes, mais dans le type d'activité. Toi, je pensais à des boîtes plus grandes où tu as le président, puis le directeur général. Théoriquement, le président, il est président du conseil d'administration. Alors, après, je sais qu'en France, vous avez des termes très particuliers. Donc, moi, Ouais, je parle de mon point de vue ici, belge, avec ma compréhension des choses. d'accord. Je ne dis pas que c'est exactement ça en France, mais moi, dans ma compréhension, c'est toujours comme ça que j'ai compris, c'est que quand on a un PDG ou un P et un DG, justement, pour moi, le P, il est administrateur, le DG, il est gérant. Donc, administrateur, c'est ceux qui seraient au conseil d'administration. Et donc, ils doivent normalement se focaliser sur la stratégie, les grandes orientations, mais aussi les aspects de pérennité, de résilience. Ils doivent s'assurer que la gestion financière est faite correctement, donc ils peuvent aller faire des coups de Ok, je sonde. vois. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre, c'est plus large que ça, mais on est au niveau conseil d'administration. Donc on n'est pas en tant qu'administrateur à décider si on va acheter ce marteau-là ou ce marteau-là. Ça, c'est le gérant qui fait. Et dans une boîte un peu plus grande, c'est le directeur des achats, voire l'acheteur. D'accord. euh, donc pour moi, le gérant, c'est au niveau direction. Donc si je faisais une pyramide, on a l'assemblée générale, le conseil d'administration, le comité de direction et puis les employés. Dans certaines entreprises, tu as le PDG qui a l'ensemble des fonctions. Et c'est plutôt dans des grandes entreprises où des fois c'est le fondateur qui va prendre un petit peu de recul, il va garder le rôle de président. Absolument. Et puis tu as le DG qui lui fait tourner la boutique. Et à mes yeux, le président, il est administrateur. Et ce qu'on voit par contre très souvent dans le cas que tu mentionnes, c'est que ce fameux fondateur qui prend justement un pas de recul en disant je vais mettre un DG en place, ben en fait il vient quand même tous les jours dans la boîte et il joue le rôle du DG. Et là, il confond les casquettes. Ouais, puis ça risque de mal se passer sur le plan humain, là. Absolument. Mais ça arrive très très souvent, hein. Pour moi, là, c'est justement un problème de casquette. C'est il est président, donc il est président du conseil d'administration, et donc il devrait intervenir dans les 6 à 8 conseils d'administration conseillers par an dans une entreprise. Bon, après, ça va dépendre un peu de ce qui se passe. Il peut y avoir des CA extraordinaires aussi, mais voilà. Donc, normalement, un président, il intervient qu'au niveau de l'administrateur. Donc, c'est la casquette administrateur. Très clair. Merci, oui, du coup c'est plus clair dans mon esprit. En tout cas, c'est ma vision, hein. C'est comme ça que moi je l'ai toujours compris, mais Oui, 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 non, voilà. mais bon, en gros, ça correspond à ce que je vois. Est-ce que tu aurais des exemples d'accompagnement que tu as eu et puis les résultats que ça peut apporter, justement, Et je crois que ouais, l'exemple qui me voilà. vient là, c'est justement, j'ai eu l'année dernière accompagné un trio d'entrepreneurs. Donc ils ont créé une activité à trois, Mhm. en sachant qu'ils ont chacun aussi d'autres activités sur le côté. Donc c'est un peu particulier, mais où justement, depuis qu'ils ont créé cette activité, ils étaient très très présents dans l'activité. Ils ont des employés qui travaillent pour eux, mais qui sont des jeunes. En général, c'est des étudiants. C'est un domaine un peu particulier. Et ils sont trois. Et c'est vraiment trois, euh, quand je dis entrepreneurs, mais c'est aussi vraiment, comment est-ce que je vais dire,
En anglais, on dirait les doers. Donc, il y a les thinkers et les doers. Donc, c'est les gens qui aiment être dans l'action. Dans la D'ailleurs, gouvernance. quand on a travaillé le projet d'entreprise avec eux, quand il a fallu définir un objectif stratégique pour l'année, en fait, ça a été compliqué jusqu'à ce que je comprenne qu'ils ne comprenaient pas la notion d'objectif. Ah oui, ça c'est, Non, ouais. c'est pas qu'ils ne la comprenaient pas, c'est que pour eux, un objectif, ça n'existait pas, il n'y avait que des tâches. Donc en fait, quand je leur demandais un objectif, ils me donnaient la plus grosse tâche qu'ils avaient à faire dans l'année, plutôt que à quoi est-ce qu'on va arriver une fois qu'on aura fait toutes ces tâches. Et donc ce qu'on a fait chez eux, c'est que, petite parenthèse, c'est qu'on a d'abord défini toutes les tâches, et Mhm. puis on a vu, tiens, vers quoi est-ce que ça nous amène. Donc en fait, on a fait le travail inverse de ce qu'on fait d'habitude, où on définit l'objectif et puis les tâches. Non, on a pris les tâches pour voir vers quoi elles nous menaient, parce qu'ils étaient intellectuellement, ils avaient du mal à se projeter dans un objectif. Ouais, ouais, je comprends. Mais ceci dit, bah, ils sont tous les trois terres, ils sont tous les trois administrateurs, ils sont tous les trois gérants et ils interviennent de moins en moins, parce que justement c'est dans un travail qu'on a fait ensemble, de moins en moins dans l'opérationnel, donc ils sont de moins en moins employés, on va dire. Euh, mais par contre, je les ai quand même amenés, et j'ai fini par réussir à les amener, mais quelque part par le contre-exemple, à avoir des conseils d'administration. Parce qu'ils disent, ouais, on se voit quand même une fois par mois, on a notre réunion d'associés, comme ils disent. Donc en plus, Mhm, c'est mhm. qu'eux, ils appellent ça réunion d'associés, donc de propriétaires, où ils finalement traitaient des choses essentiellement de gestion. Donc ils mélangeaient vraiment royalement Ouais, toutes les ouais, je casquettes. vois. Ouais. Euh, mais un jour, je lui ai dit, écoutez, on va quand même faire une fois. Mhm. Je serai avec vous pour vous aider et ce sera un conseil d'administration. Ce sera vous trois, mais ce sera un conseil d'administration et on va se focaliser sur le suivi du plan d'action stratégique qu'on a mis en place ensemble et après on verra ce que vous en pensez. Et donc on a fait ça et puis ils en ont refait un sans moi, je pense, si je me souviens bien encore après. Et puis après, je les ai revus pour refaire le point. On arrivait à la fin de l'accompagnement là, donc on a plus trop. Enfin, je me suis moins impliqué pour avoir encore un peu de temps pour faire le suivi, enfin le débriefing plutôt au final. Et ils ont quand même reconnu que finalement, quand ils savent qu'ils vont faire conseil d'administration uniquement pour le suivi du plan d'action stratégique et réfléchir aux directions à prendre, etc., ben, c'est vrai que ça les met quand même dans un état d'esprit plus pratique et c'est quand même plus utile pour eux. Voilà, ça c'est un exemple que j'ai eu l'année dernière et qui a plutôt bien fonctionné. Ils en ont tiré quel bénéfice? C'est c'est plus efficace dans leurs discussions parce qu'en fait ils savent qu'ils se mettent de nouveau dans l'état d'esprit on va pas discuter de je sais pas est-ce qu'on rachète donc en gros ils gèrent on va dire je vais dire un bar, je ne peux pas donner trop d'infos, mais je vais dire un bar, un peu spécial, mais un bar. C'est pas au conseil d'administration qui décide s'ils doivent racheter de la bière, des verres ou Ouais, je sais ouais, pas ouais. quoi. Non, mais c'est ce qu'ils faisaient. D'accord, Ou ouais. tiens, on a cet employé-là qui a fait ceci, qui a fait cela ici dernièrement. Qu'est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça, etc. Là, on est à la limite entre le conseil d'administration et le comité de direction. Ça va dépendre un peu de l'importance pour l'entreprise du cas. Mhm, Mais dans ce mhm. cas-là, c'était des cas vraiment de gérance et pas du tout d'administration. Alors que à côté de ça, ben, il devait notamment l'idée ou des possibilités d'ouvrir d'autres établissements. Soit ici à Liège aussi, soit ailleurs en Wallonie. Et donc, ben ça, ce sont par contre des décisions stratégiques qui demandent qu'on se pose clairement pour y réfléchir de manière posée. Et donc là, on doit être dans un état d'esprit administrateur pour réfléchir à ça, pas Parce qu'en plus, si on se met dans un mode gérant, on se met tout de suite dans le truc, ouais, mais il va falloir former les gens, et machin, et patin. Et donc, on est dans des trucs qui ne sont pas du tout au niveau stratégique, finalement, et Mhm. qui vont venir polluer la réflexion stratégique. Et donc, se mettre dans ce moment administrateur, bah, c'était important pour eux. Et ça veut dire que l'entreprise fonctionne mieux, c'est... C'est plus dans leur tête qui sont moins mélangés et qui sont euh, ils ont pu prendre du temps pour mettre en place ce qu'il fallait pour ne plus justement être dans l'opérationnel. Parce qu'en fait, au début D'accord. où j'ai commencé à bosser avec eux, ils pouvaient quasiment pas laisser les étudiants seuls, je vais dire, gérer une après-midi et une soirée. C'est un bar dans lequel il y a des activités, il faut briefer les gens, machin, etc. Mais il faut servir au bar, il faut nettoyer, il faut gérer le Ouais, truc. ouais. Euh,
Et c'était pas qu'une question de formation des gens, c'était en partie une question de formation des gens, mais parce que, entre autres, ben, ils n'avaient pas ce qu'ils appelaient la Bible, où tout était expliqué, tout était décrit, tout était, etc. Et puis aussi, il y avait un besoin de lâcher prise dans le fait que on va laisser les étudiants gérer, et s'il y a un truc qui coince, ben, on fera un débriefing après, on va remettre les choses en place. Donc, ils ont pu plus se libérer du quotidien, etc., et se dire, OK, on a des décisions stratégiques importantes, on va les prendre à des moments spécifiques, parce qu'à la limite, l'idée d'ouvrir un deuxième lieu quelque part en Wallonie, ils discutaient ça et de ça alors qu'ils étaient en train de, je sais pas, faire de la maintenance ou de réparer une des activités qui était endommagée. C'est pas le bon moment et le bon lieu pour discuter d'un truc stratégique. Intéressant, ouais. Est-ce que tu aurais éventuellement en tête, là je te prends au dépoté, mais est-ce que tu aurais un autre exemple pour illustrer? Un autre exemple en gouvernance. Un truc qui sont un peu utiles. Il y en a un mais qui me revient pas tout à fait en tête. Alors ça c'est un exemple qui est pas fini, donc on n'en est pas encore vraiment là, mais je peux un peu expliquer. C'est une entreprise qui a été fondée par un monsieur euh, qui a déjà un de ses fils qui est actif dans la société. Il était prévu, il est prévu, il vient de démarrer, qu'un autre fils démarre dans la société. Et le troisième, on ne sait pas encore pour plus tard. Mais là, c'est d'autant plus important d'avoir ces réflexions justement propriétaire, administrateur, gérant, parce que l'idée, c'était d'amener les fils à devenir propriétaires de la société, mais être actifs dans la société, et forcément pas tous au niveau directeur général. Et donc, entre le père qui est dedans, les fils qui rentrent dedans, parce qu'il y a un fils qui a plus une formation en gestion, etc. Le père, c'est un entrepreneur, c'est un gars très très bien, il a déjà créé plein de trucs dans sa vie, il gère très très bien le truc, mais quelque part, c'est pas sa formation, c'est pas son. Voilà, et à la limite, c'est pas ce qu'il préfère. Lui, il aime bien d'être les mains dans le cambouis, voilà. De réfléchir à dire, ok, comment est-ce qu'on va organiser le fait qu'on est tous propriétaires, mais qu'on est probablement tous administrateurs, mais que par contre, il n'y en a que un qui sera vraiment gérant et les autres qui seront employés, avec d'autres employés qui ne sont pas de la famille. Voilà, là, il y a une réflexion, alors qu'on n'a pas encore pu mener, mais que j'espère qu'on va pouvoir mener, qui est vraiment importante, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on va prendre des décisions au niveau administrateur qui impactent le niveau employé dans lequel un administrateur se trouve aussi, et pas l'autre, euh, et que potentiellement il y a un des administrateurs qui est le responsable hiérarchique de l'autre administrateur au niveau opérationnel. Voilà, ça peut. Je dis pas que ça coince d'office, mais si ça n'a pas été discuté et posé clairement et que on n'a pas mis en place ensemble une manière de fonctionner à ce niveau-là qui soit ok pour tout le monde, ça peut coincer. Et du coup, autant prévenir que guérir. Oui, puis en plus, tu as la dimension familiale, parent-enfant, où à un moment, ce qui va être compliqué, d'un point de vue psychologique, quoi, c'est de lâcher, et c'est pas facile pour tous, parce c'est lui qui a créé, donc il a une certaine idée des choses, et à un moment, les fils vont prendre la main. Et lui va peut-être rester enfin, avec son rôle, comment t'appelles, l'administrateur pendant quelque temps, mais c'est eux qui seront les gérants et C'est il y même a encore un chouïa plus compliqué parce que intérêt je à crois bien que clarifier. si on le laissait faire vraiment ce qu'il veut, il resterait propriétaire et employé et il arrêterait d'être administrateur et gérant. Parce que c'est ce qui lui Ouais, parle le plus. ouais. Mais voilà, mais bon, la discussion, je peux pas prédire parce que la discussion. Mais oui, là, il y a clairement besoin de mettre de l'ordre, des qui fait quoi, à quel moment, parce que sinon, oui, puis ça peut créer des tensions, et puis si lui veut transmettre, et t'as des tensions, t'as le fils qui peut dire, bah moi je pars, je fais ma vie, et c'était peut-être pas le projet initial. J'ai un autre cas, mais là, pardon, je suis désolé. Euh, Là, par contre, c'est un prospect avec qui j'ai discuté. Donc là, la mission ne s'est pas faite. Mais c'est un Mhm. cas que je trouve intéressant, c'est qu'ils étaient finalement, c'est une entreprise familiale de nouveau, trois associés, la maman, deux frères, mais c'est un des deux frères qui a la majorité des parts. Mais c'est le frère qui est, entre guillemets, le manuel, donc qui est l'ouvrier.
enfin l'employé plutôt. Je ne sais pas quel statut il a exactement. La maman et l'autre frère sont aussi employés, mais c'est l'autre frère qui est plutôt le gérant. Euh, donc là, de nouveau, on a un cas un peu comme ça particulier où on a trois administrateurs, mais un qui a plus de poids que les autres, et celui qui a plus de poids, c'est celui qui est employé. Euh, et qui n'en a rien à faire entre guillemets des niveaux gérants et administrateurs. Ouais, Donc, vu qu'il est administrateur, c'est par rapport à ma définition. Dans les faits, il n'est pas du tout administrateur, ils n'ont pas de conseil d'administration. Et en fait, quelque part, j'ai pas eu la mission parce que justement, le frère à qui je parlais, qui était le gérant, n'a pas pu convaincre son frère qui a le plus de parts de l'intérêt de venir mettre de l'ordre un peu dans leur manière de fonctionner. Donc voilà, parfois c'est un peu ça ouais, peut parce que arriver du comme coup, ça. ça remettait en cause sa propre position, quoi. Oui, c'est juste qu'en fait, c'est le genre de truc qu'il aime pas parce il fait, Ouais, il n'a pas envie de réfléchir en fait, il voit pas l'intérêt en fait de mettre de l'ordre ça remet en cause quelque chose qui lui va bien, finalement. aussi. Bon, bah écoute, Ouais, Xavier, bah on merci arrive. beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, une question que je t'ai pas posée, mais qui me paraît important à mentionner avant qu'on se dise au revoir? Que bah, si c'est un sujet qui a donc il y a un sujet connexe qui est le projet d'entreprise. Donc là c'est plutôt d'aller justement faire ce que le niveau administrateur doit faire, qui est de mettre en place la stratégie, on va dire, de l'entreprise. Donc ça c'est aussi le gros de mon accompagnement euh, et qui est un peu parallèle avec la gouvernance. En fait, selon la situation, on fait la gouvernance d'abord et puis le projet d'entreprise, ou le projet d'entreprise et puis la gouvernance, ça dépend un peu des cas de figure. Mais que donc si c'est des sujets qui ont parlé aux gens qui auraient écouté ce podcast, moi je suis toujours ouvert à une discussion. Une première discussion n'engage à rien. Voilà, je peux faire une espèce d'audit rapide, enfin une mini audit d'une heure sans engagement. Il Ouais. suffit de booker un rendez-vous avec moi et c'est avec grand plaisir. Et donc les gens te retrouvent sur LinkedIn, c'est peut-être le plus simple. J'ai un site aussi, donc c'est c2o2.be. Mais sur LinkedIn, Xavier Bartholomé, c'est le plus simple. Tu t'adresses plus aux gens sur la Belgique ou Non, non, francophones plus général? j'ai pour le moment un client en France, mais j'ai eu pas mal de prospects en France l'année dernière. Euh, Sur la Suisse aussi? La Suisse, j'ai personne, mais j'ai eu des prospects. Alors en Suisse, je ne sais pas si c'est propre à la Suisse, mais les prospects que j'ai eu avec la Suisse, ils étaient embêtés par le fait que je suis pas suisse parce qu'ils sont persuadés que ce qui est important, et c'est faux, que justement dans ces aspects de gouvernance et de stratégie d'entreprise, l'aspect légal est important et que vu que je connais pas le contexte légal et organisationnel suisse, je peux pas intervenir. Ce qui est pas du tout vrai en fait, parce que je Oui, touche pas tout à du fait, tout, oui, oui, je oui. touche absolument pas à cette notion-là. Et s'ils ont besoin à un moment donné qu'on définisse un truc au niveau légal, ben, on peut aller trouver un juriste ou un avocat en Suisse et c'est pas un problème. Euh, donc oui, non, je pourrais absolument travailler avec des Suisses. Je pourrais travailler en anglais sans aucun problème Hmm. et je pourrais même probablement faire une bonne partie en allemand, mais peut-être pas avec les Suisses allemands parce que ça, j'ai vraiment du mal à les comprendre. Avec l'accent. J'ai une expérience en la matière. J'ai travaillé pour une boîte allemande dont ils avaient un bureau en Suisse et avec les collègues suisses, j'y arrivais pas. Ouais, c'est Avec les Allemands, avec les Autrichiens, ça allait encore, mais avec les Suisses, j'avais du mal. et les Suisses allemands comprennent bien les Allemands, mais c'est pas réciproque, ouais. C'est plus- Voilà. Mais on pourrait le Bon. faire en anglais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Finalement, on était un peu plus bavard que ce qu'on Voilà. avait programmé, mais c'est très bien. Je te remercie Merci à toi en tout beaucoup. cas. Et puis, bah, à très bientôt sur les ondes alors. Super. Merci. Au revoir.